Mes amis, ce qui s'est produit ce soir-là dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Monsieur Julien, est-ce vraiment un aéroport? On dirait presque un palais ouvert aux pauvres comme aux riches. Et ces mots, prononcés d'une voix tremblante par Monsieur Dara Vanak, un ancien instituteur cambodgien de 78 ans venu d'un village reculé de la province de Kampong Thom, ont résonné dans le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle comme une phrase que personne, autour de moi, n'a pu oublier. Un homme qui avait traversé l'enfer des Khmers rouges, qui avait vu son école brûler, ses collègues disparaître, ses cahiers réduits en cendres, et qui avait continué, pendant des décennies, à apprendre à lire aux enfants de son village avec un salaire de misère. Découvrait la France pour la première fois. Et pas la France des brochures touristiques, pas seulement la Tour Eiffel, les macarons, les grandes avenues et les clichés de cartes postales. Non. Il découvrait la France réelle, celle que beaucoup de Français ne regardent même plus, parce qu'ils y vivent depuis toujours. 12 anciens enseignants cambodgiens, tous âgés de plus de 65 ans, tous issus de villages pauvres, tous marqués par la guerre civile, la faim, la peur et l'effondrement des institutions, se sont retrouvés, à cause d'un incident imprévu pendant leur voyage vers le Canada. Contraints de passer par Paris. Ils pensaient n'y rester que quelques heures. Ils allaient finalement vivre en France une expérience de 48 heures qui bouleverserait leur vision du monde, puis celle de leur village, et même celle de certains responsables de l'éducation au Cambodge. Et cette phrase, prononcée plus tard par Madame Sovanasray, ancienne directrice d'école primaire âgée de 75 ans, allait faire la une de plusieurs médias locaux cambodgiens. Nous devons raconter aux enfants de notre village ce que nous avons vu en France. Nous pensions que la richesse était seulement l'argent. Mais en France, nous avons vu une autre richesse, celle d'une société qui protège, qui organise, qui accueille et qui respecte. Alors, qu'ont-ils réellement vu en France? Pourquoi ces enseignants, qui gagnaient moins en un mois que le prix d'un simple billet de train européen, ont-ils été bouleversés à ce point? Et surtout, pourquoi leur témoignage devrait-il faire réfléchir les Français eux-mêmes, à une époque où l'on entend tous les jours que la France serait finie, ingrate, désorganisée, arrogante, incapable de donner encore une leçon au monde? Je vais vous raconter cette histoire à travers le témoignage de Julien Moreau, interprète franco-cambodgien installé depuis 8 ans près de Phnom Penh, qui a accompagné ses 12 enseignants tout au long de ce voyage inattendu. Et je vous le dis franchement, cette histoire risque de déranger. Elle risque de déranger ceux qui ne voient plus que les défauts de la France. Elle risque aussi de déranger ceux qui idéalisent ce pays sans vouloir regarder ses contradictions. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut l'écouter jusqu'au bout. Je m'appelle Julien Moreau. Depuis plusieurs années, j'enseigne le français et je travaille comme interprète au Cambodge. L'année dernière, j'ai vécu l'une des expériences les plus émouvantes de ma vie, lorsque 12 anciens professeurs d'un petit village cambodgien ont posé le pied en France pour la première fois. Tout a commencé 3 ans plus tôt, dans le village de Préhy-Sambor. Monsieur Dara Vanak, que tout le monde appelait affectueusement Maître Dara, avait enseigné pendant plus de 50 ans. Son petit-fils, Riti, qu'il avait élevé presque comme son propre fils après la mort de ses parents, vivait au Canada. Grâce à une bourse, ce jeune homme avait étudié à Montréal, puis trouvé un emploi. Lorsqu'il annonça son mariage, il envoya une lettre à son grand-père. « Grand-père, si tu peux venir, ma joie sera complète. » À 78 ans, Maître Dara savait que ce voyage était peut-être son dernier grand déplacement. Il m'a dit, « Julien, je ne demande rien à la vie. J'ai survécu à la guerre, j'ai vu mes élèves devenir adultes, j'ai vu mon petit-fils réussir. Mais avant de mourir, je voudrais le voir se marier. Juste une fois. » Dans le village, l'émotion fut immense. Les habitants commencèrent à rassembler de l'argent. Quelques anciens élèves envoyèrent des dons. Des familles vendirent du riz, des poules, parfois même des bijoux hérités de leurs parents. Mais le prix du voyage jusqu'au Canada restait énorme pour ces retraités qui vivaient avec presque rien. C'est alors que les autres anciens enseignants du village se levèrent. Madame Sovanasray, ancienne directrice d'école, déclara « Dara ne doit pas partir seul. S'il tombe malade, qui l'aidera. S'il ne comprend rien, qui le rassurera. Nous irons avec lui. » Monsieur Chanda, 70 ans, Madame Soféa, 69 ans, Monsieur Samnan, 73 ans, et d'autres professeurs retraités décidèrent de l'accompagner. 12 personnes au total. 12 enseignants qui n'avaient jamais quitté le Cambodge rural. 12 vies marquées par la craie, la poussière, les bancs cassés et les enfants qui apprennent l'alphabet sous un toit de tôle. Je fus invitée comme interprète. Au départ, j'avais proposé un itinéraire simple, mais les billets les moins chers passaient par Bangkok, puis par l'Europe, avant de rejoindre le Canada. Personne n'imaginait alors que ce détour allait changer leur vie. Le 15 octobre, ils quittèrent Phnom Penh. C'était la première fois que la plupart d'entre eux montaient dans un avion. À l'aéroport, Maître Dara serrait son petit sac contre lui comme s'il contenait toute son existence. Madame Soféa avait préparé du riz dans une boîte en plastique, parce qu'elle craignait de ne pas pouvoir manger dans l'avion. Monsieur Chanda répétait sans cesse, « Si je meurs dans le ciel, au moins j'aurai essayé de voir le monde. » Le premier vol jusqu'à Bangkok se passa bien. Lorsque l'avion traversa les nuages, Monsieur Chanda pleura silencieusement. Il murmura, « J'ai enseigné la géographie toute ma vie.
J'ai dessiné la Terre au tableau des centaines de fois. Mais aujourd'hui, je la vois enfin d'en haut. Puis tout bascula. À Bangkok, une panne massive et des troubles politiques provoquèrent l'annulation de plusieurs correspondances. Les files d'attente s'allongèrent. Les annonces se succédèrent. Les passagers paniquaient. Pour ces anciens professeurs, le bruit, la foule, les uniformes, les ordres répétés réveillèrent des souvenirs douloureux. Madame Sophéa me prit le bras et demanda « Julien, est-ce que la guerre recommence ?» Après plusieurs heures de confusion, une solution fut proposée par la compagnie. Réacheminer le groupe par Paris, puis les faire repartir vers Montréal une fois la situation stabilisée. Pour eux, la France était un nom lointain. Ils connaissaient quelques mots: Paris, baguette, Tour Eiffel, Révolution française, Victor Hugo. Mais ils n'avaient jamais imaginé y aller un jour. Maître Dara me demanda dans l'avion: Julien, les Français accepteront-ils des vieux paysans comme nous? Nous ne sommes pas des gens importants. Je ne savais pas quoi répondre. Je connaissais la France, bien sûr. J'en connaissais la beauté, mais aussi les lenteurs, les tensions, les contradictions. Je savais que tout n'y était pas parfait. Pourtant, au fond de moi, j'espérais que ce pays montrerait à ses enseignants quelque chose de digne. Nous avons atterri à l'aéroport Charles de Gaulle tard dans la nuit. Il était presque 23 heures. Dès l'ouverture des portes de l'avion, j'ai vu les visages des enseignants changer. Ils observaient les couloirs lumineux, les passerelles propres, les panneaux clairs, les sols brillants. Ils avançaient lentement, comme s'ils entraient dans un lieu sacré. Maître Dara s'est arrêté et m'a dit: Monsieur Julien, est-ce vraiment un aéroport? On dirait un palais. Il ne parlait pas de luxe. Il parlait d'ordre. Il parlait de propreté. Il parlait de cette impression étrange qu'un espace public pouvait être pensé pour des milliers de personnes sans devenir un chaos total. Le premier choc fut l'assistance aux personnes âgées. Avant même que nous ayons demandé de l'aide, une employée remarqua que Maître Dara et Madame Sanfort marchaient difficilement. Quelques minutes plus tard, 2 fauteuils roulants arrivaient. Les employés ne les regardaient pas comme un poids. Ils leur parlaient doucement, avec respect. Même lorsqu'ils ne partageaient aucune langue, ils utilisaient des gestes simples, un sourire, une patience qui, pour ces enseignants, valait plus que de grands discours. Au contrôle d'entrée, la situation aurait pu devenir compliquée. 12 personnes âgées, un itinéraire modifié, des documents en plusieurs langues, une correspondance manquée. Mais au lieu d'un mur administratif, nous avons trouvé une organisation. Un agent a compris la situation, a appelé un collègue, puis une femme parlant quelques mots de khmer grâce à une expérience associative au Cambodge est venue nous aider. Lorsque Madame Sovana l'a entendu dire Soues des Grecs, elle a porté la main à sa bouche, stupéfaite. Vous êtes française et vous connaissez notre langue. Les formalités furent réglées avec une rapidité qui les laissa sans voix. Dans leur pays, obtenir un papier officiel peut parfois prendre des heures, voire des jours. Là, malgré l'urgence, malgré l'heure tardive, malgré la fatigue, tout avançait. Les documents, les explications, les contacts avec la compagnie, puis l'hôtel près de Roissy. En moins d'une heure, ils avaient une solution. Et c'est ici que je veux m'arrêter une seconde. Nous, Français, nous nous plaignons souvent de notre administration, parfois avec raison. Mais quand un étranger venu d'un pays où l'État a longtemps été brisé voit des services fonctionner, même imparfaitement, il ne voit pas d'abord les défauts. Il voit une chose immense, la possibilité d'être traité comme un être humain, même lorsqu'on n'est ni riche, ni célèbre, ni puissant. À l'hôtel, il était plus d'1 heure du matin. Pourtant, les réceptionnistes nous accueillirent avec calme. Comprenant l'âge des voyageurs, ils attribuèrent des chambres proches de l'ascenseur, évitèrent les escaliers inutiles, expliquèrent l'horaire du petit déjeuner, proposèrent de l'eau chaude. Maître Dara s'arrêta dans le couloir. Il regardait le tapis, les murs, les lumières. Il me demanda: cet hôtel est-il neuf? En réalité, l'établissement avait plusieurs années. Mais il était entretenu. Pour eux, c'était déjà un signe de richesse. Pas une richesse tapageuse, pas une richesse qui écrase. Une richesse discrète, celle de réparer, nettoyer, maintenir, respecter les lieux communs. Dans la chambre, nouvelle surprise, la salle de bain. L'eau chaude disponible immédiatement, les serviettes propres, les équipements simples mais fonctionnels. Madame Sophéa posa la main sur le lavabo et dit en riant: ici, même l'eau semble obéir. Tout le monde éclata de rire. Mais derrière cette plaisanterie, il y avait une émotion réelle. Quand on a connu les puits, les coupures d'eau, les salles de classe sans toilettes dignes, un robinet propre devient un symbole de civilisation. Le lendemain matin, le petit déjeuner fut un deuxième choc. Pain, beurre, confiture, fruits, œufs, fromage, café, thé. Les enseignants n'osaient pas se servir. Ils avaient peur de prendre trop. Une employée remarqua leur hésitation et leur expliqua avec douceur qu'ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient. Elle aida Madame Sanfort à porter son plateau. Un autre employé rapprocha une chaise pour Maître Dara. Madame Sovana me dit alors: Julien, au Cambodge nous disons que nous respectons les anciens. Mais ici, les gens le montrent avec leurs mains. Ils ne font pas de grands discours.
Ils agissent. Cette phrase m'a marqué. Parce qu'elle oblige à regarder la France autrement. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr, des personnes âgées sont parfois seules, abandonnées, maltraitées par l'indifférence. Mais ce que ces enseignants voyaient, c'était un réflexe social encore vivant. Aider celui qui marche plus lentement, tenir une porte, céder une place, orienter un inconnu. Après le petit déjeuner, nous avons pris le RER vers Paris. Pour eux, c'était la première fois dans un train métropolitain. Sur le quai, ils furent impressionnés par les lignes au sol, les panneaux, les annonces, la manière dont les passagers attendaient. Bien sûr, un Parisien dira que le RER n'est pas un paradis. Il se plaindra des retards, de la foule, des odeurs parfois désagréables. Et il n'aura pas totalement tort. Mais pour ces enseignants, voir un système capable de transporter chaque jour des foules immenses à travers une région entière relevait presque de l'impossible. Lorsque les portes s'ouvrirent, ils observèrent les gens descendre avant que les autres montent. Ce détail, banal pour beaucoup, les fascina. Monsieur Chanda murmura. Personne ne crie, personne ne frappe, et pourtant le mouvement se fait. C'est comme une école sans maître visible. Quelle frase incroyable. Une société, au fond, c'est peut-être cela. Une école sans maître visible, où chacun a appris quelques règles pour que la vie commune ne s'effondre pas. À Paris, la gare du Nord puis le centre de la capitale les frappèrent par leur taille. Les couloirs, les correspondances, les escaliers mécaniques, les commerces, les plans colorés. Maître Dara regardait tout avec des yeux d'enfant. À un moment, un jeune homme vit que je peinais avec un fauteuil roulant près d'un passage étroit. Sans rien demander, il s'approcha, m'aida, puis repartit aussitôt. Madame Sophéa me demanda, « C'est ton ami ?» J'ai répondu, « Non, je ne le connais pas. » Elle est restée silencieuse un long moment. Dans le métro, plusieurs jeunes se levèrent pour laisser leur siège. Pas avec un soupir, pas comme s'ils étaient forcés, mais naturellement. L'un d'eux sourit à Maître Dara et lui fit signe de s'asseoir. Le vieil instituteur posa lentement ses mains sur ses genoux et dit, « Voilà ce qu'on devrait enseigner aux enfants. La grandeur commence par une place offerte. » Nous sommes ensuite sortis près de la Seine. Les enseignants virent les quais, les ponts, les façades anciennes, les librairies, les cafés. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient l'histoire. Madame Sauvana déclara, « Ici, les pierres ont de la mémoire. » Cette phrase, encore une fois, m'a bouleversée. Car combien de Français passent chaque jour devant ces pierres sans les regarder? Combien oublient que leur décor quotidien est pour d'autres peuples un trésor presque irréel? Le soir, nous avons traversé un quartier animé. Les lumières, les terrasses, les passants, les bus, les vélos, les vitrines de boulangerie, tout semblait vivant. Maître Dara demanda, « Est-ce une fête ?» Je lui répondis, « Non, c'est un soir normal à Paris. » Il secoua la tête. Et pour lui, une ville où les gens peuvent marcher la nuit, acheter du pain, prendre un transport, rire à une terrasse, représentait une sécurité qu'il n'avait jamais considérée comme normale. Le deuxième jour, un incident inattendu faillit tout bouleverser. Pendant le petit déjeuner, Madame Sanfort, 76 ans, porta la main à sa poitrine et s'effondra. Nous savions qu'elle souffrait de problèmes cardiaques, mais la fatigue du voyage avait aggravé son état. L'hôtel appela immédiatement les secours. En quelques minutes, une équipe arriva. Les enseignants restèrent pétrifiés. Au Cambodge, dans leur région rurale, attendre une ambulance peut durer très longtemps. Ici, ils virent des secouristes formés, calmes, équipés, capables de mesurer, questionner, rassurer, transporter. L'un d'eux me demanda de traduire, expliqua les gestes à Madame Sanfort, lui parla comme à une personne digne, pas comme un dossier encombrant. À l'hôpital, tout ne fut pas magique. Il y avait de l'attente, des couloirs chargés, des urgences sous pression. Et je tiens à le dire clairement, il ne faut pas transformer la France en conte de fées. Les soignants français sont souvent épuisés. Le système hospitalier souffre. Mais malgré cette tension visible, les enseignants furent frappés par une chose. Même une étrangère âgée, pauvre, de passage, fut examinée sérieusement. Électrocardiogramme, prise de sang, contrôle, consultation. Le diagnostic fut rassurant. Fatigue, troubles passagers du rythme cardiaque, nécessité de repos et de prudence. Le médecin prit le temps de nous expliquer les résultats. Il vérifia les médicaments qu'elle avait apportés du Cambodge. La pharmacie de l'hôpital donna des consignes précises, écrites en français et en anglais, que je traduisis ensuite en khmer. Madame Sanfort, inquiète, répétait qu'elle ne voulait pas rater le mariage. Le médecin proposa des recommandations pour la suite du voyage et conseilla de transmettre les informations médicales à l'équipe canadienne si nécessaire. Lorsqu'ils virent le coût réel de la prise en charge et l'absence d'exploitation honteuse d'une situation d'urgence, les enseignants furent stupéfaits. Monsieur Chanda déclara, « Dans beaucoup d'endroits, quand on est malade et étranger, on devient une proie. Ici, nous avons été traités comme des êtres humains. » Cette phrase devrait nous frapper, nous Français. Parce que nous critiquons souvent notre modèle social, parfois à juste titre.
Mais il existe encore, dans ce modèle, une idée profondément civilisatrice. La faiblesse d'un individu ne doit pas devenir une condamnation immédiate. C'est imparfait, fragile, menacé, mais c'est précieux. L'après-midi, pour détendre le groupe, nous avons marché doucement dans Paris. La propreté de certaines rues les surprit, mais aussi les poubelles publiques, les passages piétons, les feux, les bancs, les espaces verts. Bien sûr, Paris n'est pas toujours propre. Oui, il y a des quartiers sales, des incivilités, des tensions. Mais ce qui les impressionnait, c'était l'existence d'un cadre, même contesté, même imparfait, il était là. Nous sommes entrés dans une boulangerie. L'odeur du pain chaud les a presque arrêtés net. La boulangère, voyant leur curiosité, leur fit goûter un petit morceau de baguette. Maître Dara, après une bouchée, dit très sérieusement « Maintenant je comprends pourquoi les Français protègent leur pain. » Tout le monde rit. Mais il ne plaisantait qu'à moitié. Pour lui, ce pain représentait un savoir-faire quotidien, une fierté populaire, quelque chose de simple mais profondément culturel. Dans une supérette, ils furent étonnés de voir qu'on pouvait acheter de la nourriture, recharger un téléphone, payer par carte, trouver des produits de base tard le soir. Madame Sofia observa les rayons et dit « Ce n'est pas seulement un magasin. C'est une petite organisation du monde. » Encore une phrase magnifique. Ces enseignants avaient l'art de voir la philosophie dans les choses ordinaires. Le soir, nous avons mangé dans un petit restaurant familial. Le propriétaire, comprenant que les visiteurs étaient âgés et fatigués, proposa des plats plus doux, soupe, légumes, poissons, pommes de terre, un peu de riz qu'il avait en cuisine. Il essaya de dire quelques mots en anglais, puis demanda d'où ils venaient. Lorsqu'il apprit qu'ils étaient d'anciens enseignants cambodgiens, il posa la main sur son cœur et dit « Les professeurs, c'est important. Sans professeurs, personne ne devient personne. » Cette phrase fit pleurer Madame Sovana. Elle me dit « Dans notre village, les enseignants sont respectés, mais souvent oubliés. Ici, un homme qui ne nous connaît pas comprend notre vie. » Le 3e jour fut consacré à la culture. Nous avons visité l'extérieur de Notre-Dame, encore marqué par l'histoire, puis une église, puis un jardin public. Même s'ils étaient bouddhistes, les enseignants furent impressionnés par la manière dont la France conservait ses monuments. Maître Dara dit « Ce n'est pas notre religion, mais je sens que les gens ont protégé quelque chose qui dépasse leur propre vie. » Voilà peut-être l'une des plus grandes leçons du patrimoine, bâtir pour ceux qui ne sont pas encore nés. Nous avons aussi visité une école primaire grâce à une connaissance travaillant dans l'enseignement. La directrice accepta de recevoir brièvement le groupe. Ce moment fut sans doute le plus fort. Les salles de classe, les livres, les affiches, les cartes, les tables en bon état, les enfants qui levaient la main, les enseignants qui circulaient entre les rangs, tout cela bouleversa les anciens professeurs cambodgiens. Monsieur Chanda resta longtemps silencieux. Puis il dit, « Dans notre école, nous avons parfois 3 enfants pour un seul manuel. Ici, chaque enfant a un monde devant lui. » Il ne le disait pas avec jalousie. Il le disait avec douleur et admiration. La douleur de penser aux élèves de son village. L'admiration de voir ce qu'une société peut offrir quand l'éducation devient priorité nationale sur plusieurs générations. Les enfants français apprirent quelques mots khmers. Les enseignants cambodgiens, eux, essayèrent de répéter quelques phrases françaises. Les rires remplirent la classe. Avant de partir, les élèves offrirent des dessins. Une petite fille avait dessiné une tour Eiffel à côté d'un palmier et écrit « Bienvenue en France ». Madame Sanfort serra ce dessin contre sa poitrine comme un document sacré. Le 4e matin, il fallait repartir vers le Canada. Dans le bus vers l'aéroport, chacun donna son impression. Maître Dara dit, ces quelques jours ont changé ma vieillesse. Je croyais avoir tout vu, la guerre, la faim, la peur, la pauvreté. Mais je n'avais jamais vu une société où tant de petites choses semblent penser pour éviter l'humiliation des faibles. Madame Sovana ajouta, nous devons raconter cela aux enfants. Pas pour leur dire que la France est parfaite. Aucun pays n'est parfait. Mais pour leur dire qu'un village, une école, une administration, une rue peuvent être améliorées si les humains décident de respecter les autres. À l'aéroport Charles de Gaulle, un dernier événement les bouleversa. Une employée qui avait suivi leur dossier vint leur souhaitait bon voyage. Elle demanda simplement « Est-ce que votre court séjour en France s'est bien passé ?» Les enseignants, presque tous, eurent les larmes aux yeux. Madame Sanfort répondit « Nous sommes vieux. Nous pensions que le monde ne pouvait plus nous surprendre. Mais la France nous a montré que la beauté d'un pays ne se trouve pas seulement dans ses monuments. Elle se trouve dans la manière dont on traite un étranger fatigué. » Lorsque l'avion décolla, plusieurs d'entre eux regardèrent Paris disparaître sous les nuages. Ils levèrent la main vers le hublot, comme s'ils saluaient non pas une ville, mais toutes les personnes anonymes croisées pendant ces heures. L'employé de l'aéroport, le jeune homme du métro, la boulangère, les secouristes, le médecin, les enfants de l'école, le restaurateur. Après le mariage au Canada, les enseignants retournèrent au Cambodge. Mais ce qui se produisit ensuite dépassa toutes mes attentes. À leur arrivée à Phnom Penh, quelques journalistes locaux les attendaient.
Ils avaient entendu parler de ce groupe d'anciens professeurs qui avaient traversé la France par accident. Les enseignants racontèrent tout, avec leurs mots simples. La déclaration de Maître Dara fut reprise par plusieurs médias. La France n'est pas seulement un pays riche. C'est un pays où l'on peut voir comment la richesse devient utile quand elle se transforme en route, en école, en soins, en respect, en organisation. Un journal publia un reportage intitulé « Les vieux enseignants de Préhy-Sambor découvrent la France ». L'article posait une question qui fit débat. Qu'est-ce que la vraie prospérité? La réaction fut immense. Le ministère cambodgien de l'Éducation invita les enseignants à témoigner lors d'une rencontre régionale. Madame Sovana prit la parole devant de jeunes professeurs. Elle dit « Nous avons longtemps cru que le progrès venait seulement des grands bâtiments et de l'argent. Mais en France, nous avons compris que le progrès commence quand une société décide que les personnes âgées, les enfants, les malades et les étrangers ne doivent pas être abandonnés. » Cette phrase fit le tour des réseaux sociaux locaux. Des enseignants demandèrent « Comment créer une société comme celle-là » Maître Dara répondit « N'attendez pas de devenir riche pour devenir respectueux. Commencez par votre classe. Commencez par votre rue. Ramassez un papier. Aidez un ancien. Réparez une chaise. Expliquez calmement à un enfant. C'est ainsi qu'un pays commence à changer. » Et c'est exactement ce qui se produisit dans leur village. De retour à Préhy-Sambor, les anciens professeurs réunirent les habitants. Ils racontèrent l'aéroport, le train, l'hôpital, l'école, la boulangerie, les jeunes qui cèdent leur place. Certains villageois pensèrent d'abord qu'ils exagéraient. Mais les photos, les dessins des enfants français, les documents du voyage, tout confirmait leur récit. Le village lança une campagne de nettoyage. Chaque matin, des jeunes ramassaient les déchets le long de la route. Des bancs furent installés près du marché pour les personnes âgées. Une rampe en bois fut construite devant la salle commune pour les habitants qui marchaient difficilement. Des menuisiers réparèrent gratuitement des tables de l'école. Des anciens élèves vivant en ville envoyèrent de l'argent pour acheter des livres. 6 mois plus tard, lorsque je suis retourné à Préhy-Sambor, je n'ai presque pas reconnu l'endroit. Ce n'était pas devenu Paris, évidemment. Ce n'était pas devenu un village riche. Mais quelque chose avait changé. Les routes étaient plus propres. L'école avait une petite bibliothèque. Les enfants lisaient sous un ventilateur réparé. Sur le mur de la salle de classe, une phrase était écrite en khmer et en français. Le respect est la première richesse. Maître Dara, désormais âgé de 79 ans, me montra ce mur avec fierté. Il me dit « Julien, nous pratiquons ce que nous avons appris en France. Nous n'avons pas encore beaucoup d'argent. Mais nos cœurs ont commencé à changer. » Le village rédigea même une charte de l'empathie. Elle disait qu'il fallait respecter les anciens, protéger les enfants, aider les malades, garder les lieux propres, parler sans humilier, enseigner sans frapper, accueillir les étrangers avec dignité. 1 an plus tard, Préhy-Sambor fut cité comme village modèle dans une réunion provinciale. D'autres villages commencèrent à imiter certaines de leurs initiatives. Et voilà pourquoi cette histoire est si puissante. Parce que les Français n'ont pas organisé une grande cérémonie. Ils n'ont pas déroulé un tapis rouge. Ils n'ont pas fait une opération de communication. Ils ont simplement fait fonctionner, ce jour-là, une partie de ce que la France sait encore faire, accueillir, soigner, orienter, enseigner, nourrir, aider. Alors oui, la France a des problèmes. Oui, les Français ont raison de dénoncer ce qui ne va pas. Oui, les hôpitaux souffrent, les transports fatiguent, l'administration peut être lente, les villes peuvent être dures, et l'indifférence existe. Mais cette histoire nous rappelle quelque chose que l'on oublie trop facilement. Ce que certains Français considèrent comme banal peut apparaître, aux yeux de ceux qui viennent de sociétés blessées, comme une forme extraordinaire de civilisation. La vraie question est donc la suivante. Pourquoi faut-il parfois le regard d'un étranger pauvre, âgé, fatigué, venu de très loin, pour rappeler aux Français la valeur de ce qu'ils possèdent encore? Pourquoi un instituteur cambodgien de 78 ans doit-il nous dire que céder une place, maintenir une école propre, soigner un malade, entretenir un monument ou expliquer calmement une procédure sont des actes profondément politiques? Peut-être parce que nous confondons trop souvent grandeur et spectacle. Peut-être parce que nous croyons que la puissance d'un pays se mesure seulement à ses chiffres, à ses classements, à ses discours, à ses polémiques. Mais la grandeur d'un pays se mesure aussi dans les détails. Un fauteuil roulant à porter sans qu'on le demande, une boulangère qui offre un morceau de pain, un médecin qui prend 2 minutes pour rassurer, un enfant qui dessine un message de bienvenue. Les 12 enseignants cambodgiens n'ont pas découvert une France parfaite. Ils ont découvert une France humaine. Et parfois, c'est encore plus important. Aujourd'hui, Maître Dara rêve de revenir en France. Il dit qu'il aimerait revoir les rues de Paris, remercier les gens qu'il n'a jamais pu remercier, et visiter une école française une fois encore. Quant à moi, chaque année, j'accompagne des Cambodgiens qui veulent découvrir ce pays dont ils ont entendu parler à travers son témoignage. Beaucoup repartent avec la même impression. La France n'est pas seulement une destination touristique. C'est un miroir. Un miroir dans lequel les étrangers voient ce que les Français ne voient plus toujours. Alors, à vous qui regardez cette vidéo depuis la France, posez-vous cette question.
Quelles sont les choses que vous jugez ordinaires, mais qui pourraient changer la vie de quelqu'un venu d'ailleurs? Et à vous qui connaissez des étrangers ayant vécu une expérience forte en France, racontez-la. Parce que ces histoires ne servent pas seulement à flatter un pays. Elles servent à rappeler que l'humanité se construit dans les gestes les plus simples. L'histoire de ces 12 enseignants cambodgiens se termine ici, mais son écho continue. Une escale imprévue en France a transformé leur regard, puis leur village. Et tout cela a commencé par une phrase prononcée dans un aéroport, par un vieil homme qui avait survécu à l'enfer et qui, à 78 ans, découvrait encore la beauté du monde. Est-ce vraiment un aéroport? On dirait un palais ouvert aux pauvres comme aux riches. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. La France est-elle encore capable d'inspirer le monde par ses gestes quotidiens? Avons-nous oublié la valeur de ce que nous avons construit? Et surtout, sommes-nous encore capables de transmettre cette richesse invisible aux générations qui viennent? Si cette histoire vous a touché, partagez-la, aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui montrent comment le regard des étrangers peut parfois révéler la vérité la plus profonde d'un pays.